Donc je suis Philippe Nemo, je suis le directeur de l'école professorale de Paris, mais il m'arrive aussi d'y faire cours, puisque je suis philosophe, et dans la classe de philosophie, j'assure le cours de philosophie politique. Et les années précédentes, j'ai fait des cours un peu vastes, histoire des idées politiques dans l'Antiquité au Moyen-Âge, histoire des idées politiques au temps moderne et contemporain. Mais l'an prochain, je voudrais quand même choisir un sujet moins vaste, bien que très riche en lui-même aussi, mais enfin qui puisse mieux tenir en 30 heures. Hein. J'aborderai la question de la liberté politique au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Ça fait déjà une vaste période, mais ça nous évitera d'avoir à parler d'Antiquité, parce que l'Antiquité est déjà extrêmement riche sur ce sujet, et le Moyen-Âge aussi d'ailleurs. On pourrait être plus précis et plus complet sur plein d'auteurs qui ont constitué ce qu'on appelle les démocraties libérales modernes, et je commencerai à expliquer que, évidemment, démocratie libérale, ce n'est pas redondant. Hein. Vous avez des doctrines démocratiques qui expliquent comment le pouvoir doit être partagé dans l'État. Hein. Ce sont toutes les doctrines qui répondent à la question qui doit détenir le pouvoir dans l'État, hein. Ou bien un monarque, ou bien des oligarques, ou une aristocratie, ou bien le peuple. Mais de toute manière, c'est la question de qui détient le pouvoir. Alors que les doctrines libérales répondent à une toute autre question qui est quelles doivent être les limites du pouvoir de l'État, qui que ce soit qu'il détienne, que ce soit un monarque ou une assemblée. Et à ce moment-là, c'est les doctrines selon lesquelles il doit y avoir des limites à l'action de l'État, et les individus ont des droits que l'État ne doit pas enfreindre, et si l'État les enfreint, eh bien il viole le contrat social sur lequel il a été construit. Alors, la pensée de l'Europe est extraordinairement riche au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Pour tout ce qui est la partie démocratique, eh bien, vous savez, c'est les histoires de la lutte des monarchomaques au moment des guerres de religion. Vous avez des monarques qui prennent parti pour le protestantisme, d'autres pour le catholicisme. Alors, les catholiques dans les pays où le roi essaye d'imposer le protestantisme se rebiffent et donc ils remettent en cause le pouvoir du roi. Et de la même façon, les protestants, là où le roi est catholique, comme en France, contestent le pouvoir que le roi s'arroge de dicter la religion aux gens. Donc ça donne lieu à une réflexion qui va déboucher sur la démocratie, en fait. Et vous avez une passionnante histoire de la démocratie qu'on peut faire remonter, d'ailleurs avant le XVIe siècle, au conciliarisme, à toutes les questions quand il y a eu deux papes, puis trois papes, on s'est demandé qui avait le pouvoir dans l'Église. Et ça donnait toute une théorie sur le conciliarisme, sur le pouvoir d'une assemblée qui est le concile, qui peut nommer ou déposer des papes. Et tout ceci nous conduit à nos idées politiques sous la Révolution hollandaise, puis sous la Révolution anglaise, en attendant la Révolution américaine, et à la mise au point d'idées de suffrage universel. Alors c'est une idée passionnante parce qu'il y avait une dimension religieuse. Hein. Si vous êtes dans les pays protestants, si vous dites que le peuple doit voter, vous avez toute cette thèse théologique soulignée par les protestants, qui sont des pessimistes, augustiniens, que le peuple étant constitué essentiellement de pécheurs, et le nombre des saints est très petit dans le peuple. Alors si vous donnez le droit de vote à tous les citoyens, ben vous donnez évidemment la majorité aux pécheurs contre le petit nombre des saints. Alors, bon, je raconterai comment cette difficulté théologique a été surmontée par les levelers, par les Anglais au XVIIe siècle. Et puis, en ce qui concerne la tradition qui va conduire au libéralisme, c'est-à-dire les limites du pouvoir de l'État, c'est l'histoire absolument passionnante de la seconde scolastique espagnole, avec Vitoria, qui défend le droit des Indiens par rapport aux colons espagnols, et puis tous ces brillants penseurs qui ont en fait été les fondateurs de l'économie, comme Bellarmine et après lui Suarez. Et puis cela va conduire aussi à toute une réflexion sur la liberté de penser, sur l'idée de tolérance. Alors on a les écrits de Locke, de Pierre Bell, etc., etc. Et on arrive au XVIIIe siècle avec les idées révolutionnaires de Locke. Et puis on arrive à Kant, si vous voulez. Donc on s'arrêtera peut-être à ce moment-là. Mais ces 3 siècles en eux-mêmes sont une période extrêmement riche. Et alors, en philosophie, la limite de la philosophie, en fait, c'est que en France, c'est un système de pensée organisé autour des penseurs
qui sont au programme de l'agrégation. Alors vous avez Platon, Hegel, Kant, Malebranche, etc. Et dans chacun de ces systèmes, dans chacun des systèmes de ces penseurs, vous avez un chapitre politique. Alors, très souvent, la philosophie politique, c'est l'étude des chapitres politiques de l'œuvre des grands philosophes. Mais c'est évidemment une vision un peu restrictive, parce que vous avez beaucoup de penseurs politiques importants qui n'ont pas été des grands philosophes, mais qui sont des penseurs politiques très importants. J'essaierai de rendre justice aux grands philosophes, comme Spinoza, par exemple, là, qui a eu des idées politiques très précises. Mais il se trouve qu'en Hollande, c'est plutôt Pieter de la Cour qui est plus important que Spinoza. Voilà, donc on essaiera de faire la juste part entre les grandes idées des petits philosophes et les petites idées politiques des grands philosophes.